Le 21e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale de la gestion des boues de vidange se déroulent depuis hier à Abidjan. C'est un rendez-vous mondial majeur autour de thématiques clés pour le mieux-être des populations qui sont confrontées au quotidien à ces questions pour lesquelles, il faut le dire, elles ont parfois une part de responsabilité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat de société dont le thème est eau et assainissement. Quelles solutions pour les États africains? Ce soir, 4 invités, vous connaissez le format. Et j'ai le plaisir donc de recevoir sur ce plateau pour un plaidoyer, un partage de solutions sur un sujet qui concerne en réalité le monde entier. À ma gauche, Dr Eugène Yeo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur général des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Exactement. Bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie, merci. À ma droite, Monsieur Guène Ousseinou. Bonsoir, Monsieur Guène. Alors, vous êtes, et je vais essayer de dire toute votre fonction, vous êtes manager de la division régionale sécurité de l'eau et de l'assainissement des régions de l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord à la BAD. C'est bien cela? Tout à fait. Bienvenue Merci. sur ce plateau. Merci d'être là. Professeur Ossé Bernard Yapo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors, vous êtes sous-directeur au Centre ivoirien anti-pollution. On parle du CIAPOL. C'est bien ça. Merci d'être là. Et enfin, Monsieur Eugène Boisfou, vous êtes directeur de l'exploitation et du patrimoine à l'ONEP. On parle d'eau potable. Merci, madame. Oui, c'est bien ça. Merci, messieurs, d'être là. Merci également à vos ministères et à la BAD d'avoir permis que vous soyez sur ce plateau pour parler d'une question et d'un sujet qui nous interpelle. Alors, je vous invite tout de suite à partir pour l'état des lieux. Nous regardons ensemble, messieurs, et nous revenons sur ce plateau pour vos commentaires. D'énormes efforts sont consentis par différents acteurs en vue d'approvisionner en eau potable les populations africaines. La question d'accès à l'eau potable et d'assainissement se pose avec beaucoup d'acuité sur les continents africains. Même situation en Côte d'Ivoire et dans sa capitale Abidjan, où le fléau est récurrent et persistant. La pluviométrie n'est plus trop ça. On ne maîtrise plus la pluviométrie. Encore, les nappes souterraines là sont difficiles à joindre. Donc c'est un problème crucial pour la Côte d'Ivoire et pour sa population. Concernant l'assainissement, il faut vraiment des études approfondies pour faire des assainissements propres afin d'éviter des risques qu'on voit quand il y a les saisons pluvieuses. Sous nos tropiques, la plupart des populations ont recours aux eaux de surface. Ressources disponibles, mais très souvent polluées par les rejets humains de toute espèce. Actuellement, environ 100 millions d'Africains n'ont accès à aucune installation sanitaire. Des millions d'enfants meurent chaque année de maladies liées à l'eau. Cette année, les assises couplées de l'Agence intergouvernementale panafricaine des AE et la FSMA, ici à Abidjan, est une occasion de relever le défi qui s'impose aux pays africains en proie à ce fléau. À l'origine de cette catastrophe, le développement rapide des villes, l'accroissement des populations et les différentes pressions exercées sur ces ressources en eau. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue un besoin fondamental pour l'homme. Merci Siaka Kone et Ibrahim Touré pour cet élément. Chers téléspectateurs, avant que je ne revienne vers vous, vous pouvez poser donc vos questions. Nous voulons avoir ce soir également une émission interactive. Le QR code va s'afficher au bas de l'écran. Voilà, il est là. Donc vous pouvez poser toutes les questions et nous les partageons donc avec nos invités. Messieurs, commentaires. Je commence par vous. Ok, merci infiniment, madame. Je voudrais commencer mon propos par remercier monsieur le ministre des Eaux et Forêts, monsieur Laurent Tchagba, pour l'opportunité qu'il nous donne de participer à ce débat. Merci à vous, RTI. Alors, l'élément qui est passé, bien sûr, parle de la problématique de l'accès à l'eau et puis à l'assainissement. Il y a des problèmes qui ont été relevés dans l'élément. On a parlé de pluviométrie qui n'est plus suffisante comme par le passé. Il y a eu également des cas de pollution qui ont été relevés et puis il y a eu des cas d'assainissement. Alors, nous, au niveau
du ministère des Eaux et Forêts, nous sommes engagés au niveau des objectifs de développement durable, notamment... De 2030, c'est ça? Oui, l'ODD 6, oui. Qui vise donc à garantir un accès pour tous aux services d'alimentation en eau potable, mais aussi aux services d'assainissement. Il faut dire que pour atteindre cet objectif à l'horizon 2030, il y a plusieurs cibles. Il y a bien sûr la cible de l'eau potable, bien sûr la cible de l'assainissement, oui. Mais il y a aussi des cibles, notamment les cibles 4, 5 et 6. On en reparlera tout à l'heure, oui. Dans les détails. D'accord. Merci, Monsieur Yeo. Je rappelle que vous êtes directeur général, justement, des ressources en eau, donc vous connaissez donc bien cette problématique. Oui. Alors, à côté de vous, le professeur Osei Bernard Yapo. Alors, justement, le CIAPOL, on a parlé dans cet élément de pollution, on a parlé de mort, etc. Vous occupez particulièrement de la qualité aussi de l'eau. Et vous gérez aussi, au-delà de la qualité, mais vous gérez justement ces questions de pollution potentielle? Oui, merci de nous associer à ce débat. Je voudrais, au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre Jean-Luc Assy, remercier donc la RTI qui nous associe à ce débat. L'environnement, comme on le dit, c'est un domaine transversal. On ne peut pas parler de la question de l'eau sans que l'environnement intervienne. Et pour dire, le Centre ivoirien anti-pollution, oui. Comme on le dit dans sa politique, nous luttons contre la pollution. Bon, alors, on ne peut pas parler de la pollution, on ne peut pas parler aussi de la qualité de l'eau. Donc, nous luttons contre la pollution pour améliorer la qualité de l'eau. Et très donc, bien. Dans nos missions, effectivement, oui. Nous luttons contre tous les éléments polluants qui viennent donc entraver la qualité de l'eau et qui est une source d'eau, qui date une source d'eau potable pour les communautés. Donc, voilà un peu la mission. Et à travers donc, nos missions, oui. Nous avons donc tout un programme de surveillance qui nous permet de parcourir tous les cours d'eau et pour nous assurer que ces eaux ne sont pas soit polluées par les activités humaines, les activités anthropiques. Voilà. Tout à l'heure, on en saura davantage justement sur ce qui peut être des éléments gênants concernant justement cette eau potable. Alors, Monsieur Gain Ousseinou, cet élément, qu'est-ce qu'il vraiment il vous dit? Quelle interprétation, quelle réaction? Oui, merci. Que vous êtes. D'abord, je vous remercie pour l'invitation que vous faites à la BAD pour participer à cette importante émission. Effectivement, je pense que l'émission campe très bien la problématique d'eau et d'assainissement dans nos pays. La Banque africaine de développement, justement, a une mission d'accompagner nos pays, membres régionaux, à adresser l'ensemble de ces questions-là. Et toute une politique est en place dans le secteur de l'eau, en tout cas depuis 2001, qui permet justement d'adresser ces questions-là. Et également une stratégie qui non seulement adresse les questions d'accès à l'eau potable, mais aussi toute la problématique gestion intégrée, telle que ça a été dit ici. Il y a les eaux qui sont polluées, qui polluent également l'environnement, etc. Et toute notre politique, justement, est dans la perspective d'appuyer les pays membres régionaux à faire face, à adresser ces questions-là. Voilà. Très bien. Alors, que dit l'ONEP, Monsieur Eugène Boifou, précisément, au regard de ce qui a été partagé? On a parlé de la pollution, l'eau potable. Merci, Madame. Au nom du ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, M. Bouaké Fofana, et au nom du directeur général de l'Office national de l'eau potable, M. Berté Ibrahima, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous sur cette question cruciale d'accès à l'eau potable. Bien sûr, l'élément présenté tout à l'heure présente le cadre global de tous les pays africains. Mais ce qu'on n'a pas dit dans l'élément, il faut dire qu'au niveau de l'eau potable, notre mission en tant qu'Office national de l'eau potable, c'est de faire en sorte que tout Ivoirien, où qu'il soit, ait accès à l'eau vraiment potable et que personne ne soit laissé de côté. Est-ce le cas aujourd'hui? Ce n'est pas totalement le cas, mais ce qu'il faut souligner, il y a eu beaucoup de choses faites. C'est-à-dire que lorsqu'on a quitté la crise en 2011 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour que le maximum d'Ivoiriens ait accès à l'eau potable. Je rappelle, pour donner de l'eau potable à la population ivoirienne, il y a deux technologies. Il y a le réseau, ceux qui sont en ville, et puis ceux qui sont dans les zones rurales, il y a les pompes à motricité humaine. Et les forages?
Mais c'est les forages en zone rurale, voilà. Au-dessus de ces forages, on équipe des pompes amortisseuses humaines. En ville aussi, il y a des forages. Mais ces forages, l'eau transite par une station de traitement. D'accord. Donc, au sorti de la crise, la situation était assez dramatique puisque en zone rurale, on avait une pompe sur 2 qui était en panne. Donc, les gens se tournaient vers les eaux qu'on a présentées tout à l'heure. Qui existent toujours qui existent, mais en faible proportion par rapport à ce qu'on connaissait. Très bien. D'accord. Donc, il y a eu des chemins de fer, on pourra revenir dessus. Bien sûr. Voilà. Et donc, bien sûr, l'élément présente une situation. Mais ce qui est bon de retenir, c'est l'effort qu'a fait le gouvernement jusque-là pour améliorer la situation. Et on pourra revenir sur les chiffres qui démontrent que la situation a bien évolué. Mais vous pourrez les donner, justement, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a une situation qui est réelle. Après, évidemment, il y a des éléments qui sont faits, comme vous le disiez. Si vous avez des chiffres comparatifs, au sorti de la crise, par exemple, comme je voulais, on avait en zone rurale, plus de la moitié des pompes qui étaient en panne. Aujourd'hui, c'est moins de 14%. D'accord ? Parce que depuis 3-4 ans, l'État de Côte d'Ivoire met sur la table entre 4 et 6 milliards de francs CFA pour que toutes les pompes, où elles se trouvent, puissent être réparées par la SODECI. Ça, c'est un premier élément. Lorsqu'on est sorti de la crise, il y avait à peu près 785 localités qui avaient l'eau courante. Aujourd'hui, ils sont auprès de 1300. Donc, on a pratiquement doublé. Le nombre d'abonnés, ceux qui avaient un compteur à la maison, ils étaient autour moins de 700 000. Aujourd'hui, ils sont autour de 1,8 million. D'accord. Donc, il y a eu une bonne évolution de l'accès à l'eau potable. Très bien. Alors, on l'a dit, donc, dans mon introduction, je l'ai dit, qu'il y a 2 congrès qui sont couplés. Est-ce que c'est fait de façon stratégique parce que c'est la première fois que cela arrive et la Côte d'Ivoire est le premier pays à accueillir en même temps ces 2 congrès. On parle d'eau, d'assainissement et de gestion des boues de vidange. Monsieur Guène, avant que je ne prenne des questions qui commencent à affluer, juste votre réponse. Est-ce que c'est stratégique ? Vous êtes un partenaire au développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une excellente initiative que d'associer à la fois ces rencontres d'échanges concernant l'eau et l'assainissement en même temps. Parce que comme l'élément l'a montré tout à l'heure, il y a une corrélation entre les deux. Quand on apporte de l'eau, il y a nécessairement des déchets en aval. Donc, associer les 2 thématiques dans une même ville, regroupant les mêmes experts. En général, ceux qui traitent l'eau parlent aussi de l'assainissement. Donc, je pense que c'est une excellente idée qui permet non seulement de faire des économies, en ce sens qu'on n'a pas une rencontre assainissement, une rencontre liée à l'eau, ça se tient. Et je pense que c'est une bonne initiative. À saluer. Oui, à saluer. Alors, des questions, elles affluent. Alors, Maury de Côte d'Ivoire, il dit ceci. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche l'État de Côte d'Ivoire à réaliser des pompes hydrauliques améliorées dans les villages. Monsieur Boifou. Oui, la politique de développement de l'accès continue, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les pompes d'hydraulique villageoises améliorées, il y en a au moins 470 systèmes qui existent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a des gros contrats qui sont signés avec des partenaires au développement pour développer ces systèmes-là dans tous les villages. Donc, rien n'empêche la Côte d'Ivoire de développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que les ouvrages ne soient à la disposition de la population, il y a plusieurs activités qui sont menées. D'abord, il faut faire les études, trouver le financement, ensuite les entreprises qui réalisent ces travaux, et après, on met les ouvrages à disposition. Ça prend 4 et 5 ans en moyenne. Ce qui fait que, la population qui n'a pas de l'eau, qui attend, c'est assez dramatique. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés afin que la population ait accès de façon permanente à l'eau potable. À l'eau potable. D'accord, très bien. Alors, une autre question que je vais poser. On dit, on parle du prix. Des compteurs, le prix, c'est Diakité Yaya, toujours de Côte d'Ivoire, l'eau source de vie, mais pourquoi le coût d'acquisition du compteur d'eau est aussi élevé? Que fait l'État ou les institutions pour remédier à ce problème qui est un frein pour l'accès à l'eau potable pour tous les 3? C'est l'État de Côte d'Ivoire, monsieur Duvauzi.
africaine et partenaire au développement. Alors, le coût, le téléspectateur Diakité Yaya estime que le coût d'acquisition du compteur est très élevé. Ça, je peux répondre très, très rapidement. Oui, rapidement. Depuis une trentaine d'années, oui. l'État de Côte d'Ivoire a une politique pour faciliter l'accès à l'eau potable via le branchement pour les couches les plus défavorisées, pour la population qui n'a pas grand moyen. D'accord. Et l'État paye intégralement ses coûts. Aujourd'hui, la politique de branchement subventionné, les populations qui sont éligibles n'ont qu'à payer 10 000 francs CFA pour avoir accès au branchement. D'accord. Donc, quand on parle de coûts élevés, je ne sais pas de quel coût il parle, mais il y a une politique qui existe. Oui. Voilà. Et la personne qui a besoin d'un branchement, il s'adresse à la SODECI, ensuite à l'ONEP. Et lorsque la personne est éligible, qui remplit les conditions, il n'y a pas de problème particulier. On lui donne le branchement. D'accord. En tout cas, c'est M. Diakité Yaya qui exprimait son besoin et ses inquiétudes. Alors, il y a un parterre de personnalités qui sont présentes en Côte d'Ivoire, des exposants, des stands, des experts nationaux que vous êtes et des experts internationaux. Alors, pourquoi parler de solutions africaines ? Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on parle de solutions africaines aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Monsieur, donc le représentant vous êtes du CIAPOL. Du ministère de l'Environnement. Une solution africaine, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de la solution africaine, parce que je veux tout de suite rebondir sur la question, en se posant la question, quel est notre budget en eau ? Aujourd'hui, la planète compte environ 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau, et je voulais rappeler que la quantité d'eau qui est produite sur la Terre, elle est constante. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 1,4 milliard, il y a 97% qui se trouvent comme des eaux salées. Oui. Nous n'avons que 3% d'eau douce. Et parmi ces eaux douces, la quantité qui est disponible sur la Terre et qui peut servir à nos besoins représente seulement que 0,3%, environ 4 millions de kilomètres cubes d'eau sur la Terre et qui se répartit dans toutes les zones, les lacs, les rivières, ainsi de suite. Vous voyez que le budget n'est pas aussi si grand que ça. Et avec la répartition inégale sur l'eau sur toute la planète, la Côte d'Ivoire doit se poser la question de savoir où sont les eaux. Alors, évidemment que la Côte d'Ivoire dispose de ressources en eau assez conséquentes, oui. Mais... Quel est le problème alors ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous disposons de l'eau potable ? Est-ce que nous disposons d'eau potable ? C'est la question au niveau du ministère de l'Environnement. Que vous posez. Parce que ce que le ministère de l'Environnement constate, oui. Notre effort à la pollution augmente par rapport à notre effort à la préservation des ressources en eau. Alors, pour quelle raison ? Je vais poser la question au directeur des ressources en eau. Alors, ce que dit M. Ossé Bernard Yapo, quel est votre commentaire ? Oui, le professeur a commencé à annoncer déjà des chiffres. Oui. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous disposons de 77 milliards de mètres cubes par an que nous pouvons mobiliser. Et ces 77 milliards de mètres cubes, nous en avons 29 en termes d'eau de surface et nous en avons 38 en termes d'eau souterraine. Alors, l'eau potable, on ne la trouve pas à l'état brut. C'est-à-dire que pour approvisionner les populations en eau potable, nous captons une eau brute. Et l'eau brute, elle est sous forme d'eau de surface ou alors elle est sous forme d'eau souterraine. Alors, puisque c'est vous qui mettez l'eau à la disposition de tout le ministère en charge des ressources en eau, donc prend toutes les dispositions pour que la ressource soit disponible, pour qu'il y ait suffisamment d'eau au niveau de nos fleuves, de nos lacs, et pour qu'il y ait aussi suffisamment d'eau au niveau de nos eaux souterraines. Alors, ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, le constat est qu'il est plus difficile de produire de l'eau potable à partir des eaux de surface que des eaux souterraines. Alors justement, donc vous êtes du CIAPOL, donc c'est qu'il y a un sujet, il y a un sujet sur cette question. Oui. De quoi s'agit-il ? Puisque si on doit aller sous terre pour avoir de l'eau potable et qu'en surface, il y a de la quantité très importante, insuffisante, on ne peut pas utiliser. Ah non, c'est pas parce qu'elle est suffisante.
C'est la qualité? La qualité ne permet plus de produire de l'eau. Donc on parle de pollution. Voilà. Donc ces eaux sont suffisamment dégradées que les filières de traitement qui existent pour potabiliser ces eaux ne peuvent pas répondre aux normes de qualité à la sortie du système de la filière de traitement. Alors, Monsieur Guène, vous êtes, comme je l'ai dit, hein, vous êtes un partenaire au développement. Alors, sur cette question, justement, comment on va parler des solutions, c'est vrai tout à l'heure, mais quand on fait un tel constat, ce dont parle donc, le professeur et Monsieur le directeur général, qu'est-ce que le partenaire au développement dit, qui accompagne le gouvernement? Tout à fait. Alors, là, ce que je dois dire d'abord, la BAD répond aux demandes exprimées par les États membres. Okay. Ça, c'est maintenant, mais il n'empêche que ce que nous faisons, nous, c'est on anticipe souvent sur les problématiques, les problèmes qui sont constatés. Bon, cet après-midi, par exemple, on a beaucoup débattu sur la problématique des villes côtières face au changement climatique et la problématique de l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Oui. Donc là on a anticipé, on est en train d'anticiper pour permettre au pays d'avoir des solutions appropriées aux problématiques qui leur sont spécifiques. Et nous, de notre côté, ça nous facilite le dialogue avec les pays et aussi les amener à définir des priorités, à identifier leurs priorités par rapport aux problématiques. Bien sûr. Et nous, de notre côté, ça nous permet également de développer le portefeuille de projets sur lesquels on peut s'appuyer pour renforcer notre appui à ces pays-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les priorités sont à définir par les pays. Bien sûr. Vous êtes un partenaire au développement. Alors, pour parler de pays, alors, je veux citer le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui a présidé donc l'ouverture du Congrès. Il a indiqué que si l'Afrique doit relever plusieurs défis, celui de l'eau et de l'hygiène est central, voire premier. Messieurs, vous êtes donc en mission. Oui. Tous les trois, vous êtes en mission. Oui. Monsieur, je voudrais vous entendre sur... Oui, bien sûr, Monsieur Boifou. Je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, on parlait de la problématique de la qualité de la ressource, mais ce que je voulais dire au niveau ressources, vous parlez tout à l'heure de solutions africaines, il faut dire que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Absolument. Même à l'intérieur d'un pays, les situations varient d'une contrée à l'autre. D'accord. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme a dit tout à l'heure le professeur, on est assez arrosé, c'est-à-dire l'eau en tant que ressource naturelle est assez abondante. Mais notre problématique à nous, il y a deux grosses problématiques. Comment mobiliser cette ressource-là, la traiter, la rendre potable. Parce que la potabilité de l'eau n'est pas naturelle. C'est à la suite d'un processus qui permet de rendre cette eau potable. Et ça a un coût. Il faut construire les ouvrages, ça a un coût. Il faut utiliser les produits de traitement et les machines, ça a un coût. Ensuite, de l'autre côté, la problématique qu'ils ont signalée tout à l'heure, l'eau peut être d'excellente qualité à un moment. Et du fait des activités humaines, on rend cette eau-là très, très difficile à traiter. On a eu le cas avec le professeur il y a 4 ans. On a une eau qui permet d'alimenter une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Biennois, dont la source est au Ghana. Et il se trouvait que ça a été pollué par les orpailleurs au Ghana. Et à un moment donné, on était obligé d'arrêter la distribution de cette eau-là. Alors justement, vous parlez des populations, professeur, monsieur le directeur, monsieur Guène. Les populations, c'est vrai, parfois, il y a des comportements qui sont répréhensibles. Mais la Côte d'Ivoire a quand même pris des dispositions pour sanctionner, sauf erreur de ma part. Ces comportements qui sont répréhensibles par rapport à l'assainissement. Où on en est aujourd'hui? Parce qu'il y a eu la sensibilisation. Et aujourd'hui, à quelle phase nous en sommes monsieur moi je voulais... je vous remercie. Sur cette question. Je voulais revenir sur la question de la pollution qui a été relevée par monsieur le directeur concernant le fleuve Tanoé. C'est vrai qu'il y a 4 ans, le problème de pollution s'était posé. Mais récemment, en décembre, il y a eu à nouveau un cas de pollution qui a été signalé. Et le Conseil national de sécurité s'est réuni, je crois, le 12 janvier 2023, voilà, pour statuer donc sur le cas de pollution. Qu'est-ce qui est prévu en termes de répression? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'environnement est favorable.
L'environnement est favorable parce que nous... Favorable à quoi? Nous disposons d'un cadre législatif et réglementaire, donc d'une loi portant code de l'eau, Oui. qui permet donc de régler cette question qui est relative à ceux qui polluent. Et il y a également des décrets d'application de cette loi qui existent, donc qui sont relatifs donc aux infractions liées à l'eau. Est-ce que c'est donc l'environnement... Est-ce que c'est appliqué? C'est la grande question. Parce que quand on vous écoute, hein, entre la pollution et ces deux cas que vous donnez, c'est une question de santé publique en réalité. Oui. Est-ce que c'est appliqué? Est-ce que vous avez eu des cas où ça a été appliqué? Oui, mais c'est là qu'il y a une autre problématique. C'est vrai qu'on a commencé à noter le défi lié à la pollution, Oui. mais c'est là qu'il faut aussi noter l'urgence d'aller à une gestion intégrée des ressources en eau. Vous voyez, le professeur a parlé d'orpaillage. Oui. Vous allez voir qu'il y a des activités de pollution qui sont liées aux industries. Les industries d'huilerie, souvent qui déversent de l'eau dans les rivières et puis dans les fleuves. Vous allez voir qu'il y a des pollutions qui sont liées à l'agriculture. Tout à fait. Et donc, tant que tous ces usagers, tous ces acteurs ne s'asseyent pas pour gérer la question de l'eau, il sera difficile, même si on a un environnement favorable, c'est-à-dire un cadre législatif et réglementaire adéquat, Oui. il sera difficile de pouvoir aboutir à des résultats concluants. Alors, est-ce que face à ce que Dr Yeo dit, il faille baisser les bras? Non, je pense qu'absolument pas. Je crois qu'il y a une dimension importante dans la conduite de nos programmes et de nos projets. C'est vrai, on parle souvent de répression. Il y a les lois, il y a les... Parce que la sensibilisation, elle a eu lieu, je crois. Je parle sous votre contrôle, la sensibilisation, elle a eu Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a une dimension importante Oui. qui est la participation, pas en aval, mais en amont des bénéficiaires finaux. Parce que souvent, on se précipite à faire des investissements sans que les personnes in fine pour lesquelles ces investissements sont faits ne sont pas suffisamment impliquées en amont, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre. Voilà. Donc leur inclusion au départ. L'approche participative, je pense qu'elle est importante. On brandit souvent les textes, mais l'évidence est là. On a des plus beaux textes, mais leur application souvent laisse à désirer. Que ce soit les bénéficiaires, les populations, que ce soit même les industriels. Après tout, la pollution de l'environnement impacte sur tout le monde. Oui. Impacte sur tout le monde. Et il est plus simple de prévenir en amont que de régler la Oui, professeur. Et oui, et là je voulais ajouter, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire. Moi je pense. Est-ce que c'est faux? Pas avoir... Non, Non, c'est pas faux. c'est pas faux. Mais j'ai dit n'ayons pas l'illusion de l'abondance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'eau potable pour nos besoins quotidiens en Côte d'Ivoire? C'est là la question. Et moi, je le dis, l'effort à polluer est beaucoup plus consenti que l'effort à protéger les ressources en eau. Et c'est ce que disaient nos collègues tout à l'heure, la sensibilité des populations à la question de leur responsabilité vis-à-vis des ressources en eau. Je crois que nous tous, nous sommes engagés. Et aujourd'hui, la question de la pollution, de l'environnement, impacte beaucoup la ressource en eau, plus que toutes les autres ressources. Alors justement, je vais vous laisser réagir juste après cette question et nous allons reprendre les questions des téléspectateurs. Juste savoir, on parle justement de ces eaux usées, on parle également de boue, de vidange. Alors est-ce qu'il y a un traitement ou des stations de traitement de bout de vidange à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Parce que c'est vrai, on parle souvent d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, comment ça se passe à l'intérieur du pays? Monsieur Boifo. Oui, bon, je m'occupe d'eau potable, mais pour ce que j'en sais, le ministère de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité a une stratégie de traitement de la filière bout de vidange. Et je pense qu'il y a un peu plus de 4 stations de traitement de bout de vidange qui ont été construites dans ces derniers temps-là, aussi bien à Abidjan, à Bouaké et dans d'autres villes du pays. San Pedro également. Oui. Et ça va se poursuivre avec les partenaires au développement, les partenaires financiers. Donc il y a vraiment il y a une stratégie, c'est vraiment pris en compte. Voilà, c'est déjà pris en compte, de même que les latrines dans les zones rurales. Voilà.
D'accord. Alors, on va se terminer peut-être sur cette question que je vais vous poser à tous. La mauvaise qualité, c'est vrai, on parle de l'eau, et elle serait à l'origine, parce que là on va parler de santé publique, même si sur ce plateau il n'y a pas un médecin ou quelqu'un du ministère, mais elle serait à l'origine de 70 à 80% des maladies. Est-ce réel? Ça, c'est vrai. Professeur? Oui, pratiquement 80% des maladies. Et lesquelles? Les maladies hydriques, comme on le dit généralement. Et plus simplement, pour ceux qui nous regardent. Le paludisme est une maladie hydrique. Les cas de choléra, des cas comment on peut appeler les cas de diarrhée, parce que vous avez consommé une mauvaise eau. Vous voyez, et il y a beaucoup de maladies hydriques, et environ, comme on le dit, 80% des maladies en Afrique sont liées pratiquement aux maladies hydriques, sont des maladies d'origine hydrique. Et ça veut dire que l'eau est pour quelque chose. La consommation de l'eau souillée, souvent, et qui constitue souvent un problème majeur en termes de santé publique. Alors parfois, elle est souillée par l'homme. Alors c'est une problématique. Et je voudrais, messieurs, vous inviter à regarder cet élément réalisé par Siaka Kone, Ibrahim Touré, qui plante le décor sur la problématique. Présenté comme l'ensemble des techniques d'évacuation et d'épuration des eaux usées, l'assainissement a pour objectif de collecter ces eaux puis de les débarrasser des pollutions dont elles se sont chargées avant de transmettre ces ressources dans le milieu naturel. L'assainissement et l'accès à l'eau potable sont d'autant plus liés que le premier impacte fortement sur le second. Un environnement privé de salubrité est une porte ouverte aux difficultés d'accès à l'eau potable. En Afrique subsaharienne, la problématique de l'eau potable tient à la question de la salubrité qui va aujourd'hui de mal en pire. Toute chose qui confronte les différentes populations à d'énormes difficultés auxquelles elles doivent faire face au quotidien. Un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. Sans système d'assainissement, les déchets humains pénètrent dans les ressources souterraines et les eaux de surface. L'une des difficultés majeures est l'accès à l'eau potable provenant des eaux des dites surfaces. La qualité de vie est ainsi fortement exposée. Au moins 40% de la population n'ont pas accès à l'eau potable, tandis que 60% n'ont pas accès aux installations sanitaires. Les activités principales sont ainsi influencées par cette dégradation et insuffisance de l'eau. La mauvaise gestion de l'eau expose les populations au fléau des pénuries de ressources qui prévaut dans de nombreuses localités en Afrique. À Abidjan, la capitale ivoirienne, à l'instar de nombreuses villes africaines, est loin d'être épargnée. Alors, on le disait dans l'entame de nos propos, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, mais je voudrais avoir vos réactions par rapport à cet élément qui a été réalisé par Siaka Kone et Ibrahim Touré. Monsieur Bouafou, oui. Votre commentaire? Oui, on l'a déjà souligné, l'interaction entre ou la proximité entre l'assainissement et l'eau potable, parce que c'est les rejets des eaux souillées après, qui vont dans les eaux qui sont recueillies et après qui sont traitées pour la boisson humaine. Et donc, on parlait de pollution. Bien sûr, l'assainissement peut être source de pollution de cette eau-là. Mais en ce qui nous concerne, et le professeur Yapo l'a dit, une fois que l'eau est polluée, ça devient très difficile de la traiter et ça devient plus onéreux, donc plus cher. Donc au final, c'est la population qui a payé beaucoup plus cher pour avoir accès à l'eau potable. Donc si en amont, on peut éviter de polluer cette eau, en aval, on paiera beaucoup moins pour avoir accès à cette eau potable. Très bien. Professeur, votre commentaire, parce que c'est vrai qu'on revient encore à l'environnement. On revient à l'environnement et nous le disons, c'est une question transversale. Oui. Nous revenons. C'est vrai, on dit l'eau est source de vie, mais elle peut être aussi source de mort, lorsqu'elle cohabite avec l'insalubrité. Justement parce que quand on parle de l'assainissement, il faut partir des ménages, jusque peut-être que dans la ville. Parce que vous pouvez avoir de l'eau potable qui vient d'un robinet, mais si vous avez des ustensiles qui ne sont pas bien tenus à la maison, que vous mettez de l'eau qui sort de robinet, qui est supposé de l'eau potable, dans un récipient qui est souillé, mais du coup, vous rendez malade. Donc, le comportement de l'individu lui-même, du citadin lui-même, vis-à-vis de l'eau, est quelque chose de très important. Il faut une éducation
en matière d'environnement, Oui. pour permettre aux populations de pouvoir conserver. Vous voyez, par le passé, nos parents partaient dans les villages, il y a toujours dans la cuisine un petit canari, quelque part mis dans le coin de la maison, où se trouve de l'eau, toujours fermée, bien protégée. Mais ce sont des habitudes que nous avons. Donc, un Mais changement de regardez, on comportement. vit ici. Comment? Un changement de Mais il y a un comportement. changement de comportement radical vis-à-vis de les ressources en eau. Il faut revenir à l'assainissement d'abord individuel, donc ce qu'on peut appeler l'hygiène dans le ménage, avant de parler aussi de l'assainissement de façon globale concernant la gestion des eaux usées, qui sont aussi des sources de pollution des eaux de surface, souvent qui sont abandonnées au profit des eaux souterraines pour l'exploitation en eau potable. Alors, docteur, à ce niveau, qu'est-ce que vous faites justement pour que les populations soient informées? Puisque, encore une fois, c'est vous qui mettez, entre guillemets, l'eau à la disposition donc, des ministères qui sont concernés par cette thématique. Oui, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur un élément important qui a été mentionné dans l'élément. L'élément a parlé de mauvaise gestion de l'eau. C'est pourquoi nous, déjà depuis 1996, la Côte d'Ivoire l'avait bien compris en mettant en place un haut commissariat à l'hydraulique qui a enclenché le processus jusqu'à l'adoption de la loi portant code de l'eau en 1998. Donc la gestion intégrée des ressources en eau, c'est le mode que la Côte d'Ivoire a choisi pour bien gérer les ressources en eau et garantir l'allocation pour tous les usages. D'accord. Ceci dit, je voulais revenir sur un élément du discours de M. le Premier ministre hier à l'ouverture du 21e congrès, le chef du gouvernement, qui a dit que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est commun chez tout le monde, c'est que tout le monde a soif, tout le monde boit de l'eau. Mais quand on boit de l'eau, on ne se soucie pas de l'assainissement. On ne se soucie pas de ce qui vient après. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire qui est très important, c'est que l'un des grands résultats atteints par le 21e congrès qui se tient actuellement au Sofitel Hôtel Ivoire... Il est en cours, il est encore en cours. Il est en cours, qui se tient actuellement. C'est le fait que l'Association africaine de l'eau change de nom pour devenir Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, pour dire combien il est important, intégré. Oui, pour dire combien il est important que la thématique de l'eau potable et de l'assainissement soit abordée en même temps. Alors, M. Guène, juste un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit et ce que nous avons vu donc, dans cet élément précédent. Non, je pense que, comme il l'a bien mis en relief, la gestion intégrée, on ne peut pas consommer de l'eau sans s'occuper de son devenir après. Ça, c'est clair. Hein. Et on brandit souvent, c'est la deuxième fois que je l'entends, on a des ressources en eau abondantes, mais attention. Quand on regarde la tendance de 1980 à aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une réduction de presque 50%. La source est tarie. Des ressources. Bon, il y a l'effet du changement climatique. Oui. L'effet du changement climatique. Donc, on a des ressources en eau mobilisables qui baissent. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, d'après les lectures que j'ai eu à faire, on est autour de 3000 mètres cubes, 2000 et quelques par habitant par an. Et le stress hydrique, il est à 1700. Dès qu'on est à ce niveau-là, des problèmes commencent à se poser. Donc on est en situation délicate. Ce que je veux dire, c'est qu'on anticipe ce qui va se passer. Parce que quand on voit la courbe, comment elle baisse, c'est-à-dire que sous peu, on sera déjà au stade de stress hydrique. Bon, aujourd'hui, on ne le voit pas. Donc quelqu'un qui prêcherait sur préservation des ressources, etc., c'est comme s'il prêche dans le désert. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à la situation? On a eu la COP15 ici, on vous parlait de changement climatique et ça a aussi une incidence sur ce dont nous parlons. Au niveau global, il y a cette prise de conscience, parce que même quand on écoute au niveau du plateau, on en est conscient. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde aujourd'hui l'accès au système d'assainissement sécurisé, c'est-à-dire que c'est les systèmes qui préservent l'environnement et la pollution. On est à des taux très faibles à l'heure actuelle. Donc,
Heureusement, quand même, en Côte d'Ivoire, en tout cas, je suis là depuis un bout de temps, Oui. il y a des programmes qui sont en train d'être mis en œuvre et qui montrent la voie. Il y a une volonté qui... Il y a une volonté, il y a des programmes qui sont en cours. Il y a, par exemple, la Banque africaine a soutenu la Côte d'Ivoire à travers l'UVIC aussi. Oui. Hein? Donc, oui. Avec Donc les maires, la exactement, des maires. Notamment au niveau de Boaké et de Katiola, en Oui. ce temps, pour mettre sur pied tout un système de gestion de l'assainissement, depuis les ménages jusqu'au niveau du traitement et valorisation. Donc, on évite de remettre dans la nature de la pollution. Donc, et tout est valorisable. Tout est valorisable. Donc, si vous allez aujourd'hui, par exemple, à la station de Katiola, c'est toute une filière. Toute une filière qui permet, à la sortie, au contraire même, on a des produits qui génèrent des revenus. Le compost. Tout à fait. Bien, on a des eaux bien traitées et qui sont très riches en fertilisants. Donc, pour la réutilisation en agriculture. Tout à l'heure, avant qu'on monte, on voyait la Côte d'Ivoire présenter son pacte pour la sécurité alimentaire. Je pense que suite à la rencontre de Dakar. Donc, je pense que c'est de la pollution, mais qui peut être et qui doit être valorisée. Pollution qui doit être valorisée. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, je pense qu'elle vous est adressée, Monsieur Yeo. Qu'en est-il par rapport au lac de Yamoussoukro, puisque vous êtes directeur général des ressources en eau. Oui. Alors, la question de M. Yao Konan, qui est donc en Côte d'Ivoire, donc il dit, qu'en est-il par rapport au lac de Yamoussoukro? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il retrouve son lustre d'antan? Monsieur le professeur, voilà, je pense que c'est le Siapol. Parce que c'est de Siapol. Ok. Les lacs de Yamoussoukro, il y en a 13 pour l'instant que le Siapol essaie de traiter. Vous essayez de traiter? Ah oui, parce que ces lacs ont perdu le caractère de lac, s'il faut le dire ainsi, parce que ce sont des lacs qui sont enherbés complètement, recouverts de végétaux aquatiques. Mais ça, c'est un phénomène qui s'explique, parce que ces lacs sont tellement enrichis en éléments nutritifs, comme il le disait tout à l'heure, si bien qu'ils sont devenus des milieux très favorables à l'explosion des algues. Et donc, il y a des macrophytes qui ont colonisé ces lacs. Aujourd'hui, l'État a demandé au Siapol de pouvoir désherber ces lacs. Actuellement, donc, nous sommes en train de les restaurer, ou nous sommes en train de les nettoyer. Et il y a pratiquement 5 lacs qui ont été déjà nettoyés, donc ils retrouvent de l'eau sans les végétaux aquatiques. Les autres lacs suivront. Mais aujourd'hui, la question qui est plus importante, c'est laquelle? Comment les maintenir en état pour que ces lacs puissent retrouver les services écosystémiques qui leur sont dus. Alors, comment ne pas polluer encore ces lacs? Parce que la prolifération des végétaux sur ces lacs est une conséquence de la pollution générée et de la pollution apportée à ces lacs. Parce que, je vous l'ai dit, toutes les eaux usées de la ville de Yamoussoukro transitent dans ces lacs. Les déchets ménagers sont posés aux abords de ces lacs. Et lorsqu'il pleut, tous ces déchets sont déversés. Donc, c'est dangereux ce que vous dites. C'est pas dangereux, c'est dangereux. Quand je dis c'est dangereux, c'est-à-dire c'est dangereux quand je dis dangereux, c'est en réalité dans le résultat. Justement, le comportement humain qui influence la dégradation de ces milieux. D'où, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La gestion intégrée, la gestion participative des populations, pour prendre conscience que ces lacs sont nos lacs. Et nous devons les protéger contre toute forme de pollution qui engendre la situation actuelle que nous vivons, qui a complètement dégradé la qualité de ces lacs. Alors, je crois que M. Yao Konan de Yamoussoukro, que nous saluons, il a eu une réponse. Alors, il y a un Jimmy, qui est en Côte d'Ivoire toujours. Il dit qu'il vit à Akwedo, M. Boifo. Il a un abonnement Sodeci, mais il remarque que l'eau qui sort du robinet est blanchâtre. Est-ce que c'est normal, la qualité de l'eau? M. Boifo. Non, pardon. Une eau potable, c'est une eau limpide, hein, incolore, insipide, mais les difficultés qu'on peut avoir des fois, c'est quand il y a des interruptions de la fourniture de l'eau, les conduites prennent de l'air, d'accord, et lorsque le service reprend, on a cette couleur, enfin, en guillemets blanchâtre, mais lorsqu'on laisse reposer, ça retrouve
quelques minutes après, sa couleur lucide. Alors, votre recommandation pour tous ceux qui nous regardent, parce qu'il y a Adia qui pose la même question, quelle est votre recommandation justement quand il y a une coupure d'eau? Que doit faire le citoyen? Non, le citoyen, bon, s'il recueille de l'eau, on attend, hein, parce que quand il y a une coupure de l'eau, après l'eau revient, oui. Et comme je l'ai dit, l'eau retrouve ses caractéristiques des moments après, des minutes après. Donc si on prend l'eau aussitôt que l'eau est revenue, il suffit de le laisser reposer et après on va voir que l'eau devient limpide. Voilà. Mais techniquement, ça, c'est le fait de l'air. Vous pouvez faire une expérience, prenez un récipient, il y a de l'air, et puis secouez fortement, vous allez voir que c'est blanchâtre, mais quand vous laissez reposer quelques minutes après, l'eau retrouve sa couleur. Alors, mais techniquement, qu'est-ce qui se passe entre, justement, quand il y a cette coupure, puis l'eau, elle revient, avec cette couleur, il faut la laisser se reposer. Qu'est-ce qui se passe, si c'est 5, 2, 3 minutes, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est le fait qu'il y ait de l'air. C'est l'air qui engendre cela. D'accord. C'est les bulles d'air qui engendrent cette couleur-là. Alors, une autre question de Zakaria, parce qu'il y en a beaucoup. C'est toujours pour vous, M. Boifou. Il vous vole la vedette, je suis désolé. Oui, bon, c'est l'eau potable. Alors, quelle est la couverture, le chiffre exact concernant la couverture en eau potable en Côte d'Ivoire? L'eau, bon, parce qu'on a le milieu rural et le sur milieu les deux, urbain. Bon, il y a plusieurs sortes de calculs, mais on est autour de 77% pour ce qui est le milieu urbain. Oui. Et puis autour de 60% pour le milieu rural. Voilà. D'accord. Et on a une estimation pour atteindre les 100%. Les 100%, on a deux échéances, 2030 et 2000. Les ODD. Voilà, les ODD et 2040. On pense que d'ici l'horizon 2040, tous les citoyens de Côte d'Ivoire où qu'ils se trouvent auront l'eau à domicile, d'accord. Mais pour y arriver, il y a énormément d'investissements qu'il faut faire. Hein. Nos calculs nous disent qu'il faut faire autour de 10 000 milliards d'investissements sur les 20 ans à venir pour que l'eau soit vraiment à domicile de chaque citoyen. Je pense que ce sont des investissements qu'il faut faire pour que on relève en tout cas, la couverture soit totale en Côte d'Ivoire. Monsieur, oui, docteur. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, bien sûr, pour atteindre les objectifs, pour atteindre les ODD à l'horizon 2030, l'État de Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est approprié dans son programme national de développement 2016-2020 de tous ces objectifs-là. Et en 2019, il y a eu un programme qui a été lancé comme un accélérateur pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'atteindre donc ces objectifs-là à l'horizon 2030, qui est le programme social du gouvernement, qui couvre tous les secteurs. Et donc, je pense qu'avec la déclinaison dans le PND 2021-2025, il y a espoir que d'ici 2030, des efforts seront faits pour améliorer les scores que nous avons aujourd'hui dans tous les secteurs. Les populations nous regardent, hein, bien sûr, à travers la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un engagement, un espoir également. Oui, bien sûr. Moi, je voulais dire, professeur, à cela que c'est de bonnes initiatives. Oui. C'est vrai, à l'horizon 2030, 100% des Ivoiriens auront... On n'a pas dit à 2030. 2050. Notre horizon, c'est autour de 2040. 2040, voilà. 100% 2040. Mais je dis, lorsque les questions de sensibilisation et de l'implication des populations dans la gestion de la ressource en eau n'est pas prise en compte, on risque d'investir à perte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fléaux tels que le changement climatique qui viennent durcir la situation. Donc, il y a des défis. On se souvient qu'il y a des forages qui ont été faits dans certaines zones qui sont asséchées. Il y a des cours d'eau qui viennent à assécher. Donc, on peut investir sur des situations pour un objectif bien précis et on se rend compte que cette eau n'est plus éligible à produire de l'eau potable. Donc, la question, c'est pour ça que je me réjouis cette année de l'eau potable et l'assainissement. C'est un couple inséparable et je crois que faire la jonction de ces deux modules, comme si on était dans une salle de cours, c'est très intéressant. Oui. On ne peut pas parler d'eau potable sans parler d'assainissement. Oui. Et là, je suis vraiment d'accord que ce binôme puisse marcher ensemble. C'est un duo. Symbiose, voilà, pour qu'on fasse de l'eau potable, mais aussi qu'on fasse de l'assainissement conséquemment pour préserver les ressources en eau potable. Monsieur, oui, je vous écoute. Oui, je rebondis juste sur ce qu'il dit. Oui. En tout cas, dans la perspective de la banque, tous les projets dits d'eau
même si c'est demandé comme tel par les gouvernements, on essaie autant que faire se peut, dans le cadre du dialogue, d'insérer un volet assainissement. Pour vous, c'est une évidence. Une obligation? C'est un dialogue. Hein. D'accord. Même si on reçoit, par exemple, des demandes de soutien pour investir dans des projets d'eau, dans le cadre du dialogue, on essaie toujours à amener les pays à intégrer un volet assainissement. Même si ce n'est pas de l'investissement tout de suite, on essaie au moins d'insérer un volet étude pour préparer l'investissement qui va en aval par rapport à ces projets-là. Je pense que les deux sont indissociables. Ouais. Aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas faire de l'eau parce que 80% de ce que nous consommons est rejeté. Devient de l'eau usée. Oui. Alors justement, il y a une question justement sur sa gestion. Oui, monsieur. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, cette problématique est totalement prise en compte par le gouvernement parce qu'avant, l'assainissement et l'eau potable étaient dans des ministères différents. Oui, voilà. Mais depuis plus d'un an, c'est le même ministère qui gère les déchets, l'assainissement et l'eau potable. C'est ça. Donc il y a une prise de conscience au plus haut niveau. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient de l'interdépendance de ces trois problématiques-là. Donc au point de vue institutionnel gouvernemental, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mobiliser un peu tout le monde. Parce qu'on parle de l'eau. L'eau, en tant que bien naturel, c'est une ressource partagée. Il n'y a pas que l'eau potable. Tout être vivant a besoin de l'eau. Toute activité humaine qu'on fait a besoin de l'eau. Mais comment faire en sorte que chaque besoin soit couvert et qui ne crée pas de nuisances aux autres ou à l'ensemble? C'est ce qu'on appelle la GI, la gestion intégrée des ressources en eau. Et ça, c'est le ministère des Eaux et Forêts avec le ministère de l'Environnement. Donc aujourd'hui, un des challenges, c'est de gérer de façon intelligente et harmonieuse cette ressource qui est une ressource partagée. Ce n'est pas que l'eau potable, parce qu'on utilise l'eau pour faire produire l'électricité. Si vous voyez les usines agroalimentaires, ils utilisent l'eau pour leur process. Mais comment faire en sorte que chacun, selon ses besoins, ait l'eau en quantité et en qualité? Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de discipline? Bien sûr. Je vous pose la question. C'est ce que je disais tout à l'heure. La question de l'éducation et la discipline. Comme on le disait, les bénéficiaires de ces ressources. Les utilisateurs. Quel est notre comportement vis-à-vis de l'eau? Et ça, c'est très important. Et je pense que ça nous interpelle tous. C'est vrai, le gouvernement a ses responsabilités, mais le citoyen, lambda, a ses responsabilités vis-à-vis de la ressource en eau. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens aussi pour éduquer les populations à la bonne gestion de la ressource en eau. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à l'école? Et bien sûr, il faut commencer à l'école. Et aujourd'hui, les enfants sont les plus sensibles au changement de comportement. Nous autres, comme on le disait, on a des comportements assez endurcis, mais ça peut changer tout de même avec la réglementation. Il faut forcer pour que les choses changent, pour qu'au niveau des enfants, commencer à intégrer la question de la gestion des ressources en eau, la question de la protection de l'environnement, parce que qui parle de protection de l'environnement parle aussi de la protection des ressources en eau. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut déjà inculquer dès le bas âge, dans les formations, dans les curricula, pour qu'au jour d'ici, à l'horizon 2040, l'Ivoirien de 2040 puisse avoir un respect pour la ressource en eau et pour son environnement. Alors moi j'ai une question. Tout à l'heure vous avez parlé des eaux usées. On parle de tout ce qui se déverse dans les lagunes en ce qui concerne les boues de vidange. On achète donc tomates, salades, etc. au bord parfois justement de ces lagunes. Est-ce qu'il y a un danger de santé à ce niveau? Parce qu'on ne sait pas comment cette eau a été traitée, si elle a été traitée. Monsieur, professeur, je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? Là, surtout de l'eau. Hein. Oui, d'accord. Il faut de l'eau. D'accord. C'est pour cela que les gens approchent beaucoup les berges. Mais malheureusement, les berges sont des berges où vous allez trouver tous les pathogènes possibles, tous les germes pathogènes possibles. Et je disais tout à l'heure qu'on a remarqué qu'en Afrique, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Et justement, ce sont des maladies qui proviennent des ressources en eau. Il y a beaucoup de germes qui se développent dans ces eaux sales. Et souvent, les gens utilisent ces eaux sales pour arroser. Donc, c'est tout à fait normal que tout ce qui y est comme les feuilles de laitue, les tomates qu'on mange en termes de carottes, etc. Carottes qu'on mange en termes de crudité, soient contaminées par des germes pathogènes. Parce que l'eau elle-même est de source de contamination des germes pathogènes. Alors, j'ai une question d'Erickson Kouadio, toujours de Côte d'Ivoire. Il dit, qu'est-ce qui empêche l'État, il y a 3 ministères sur ce plateau, qu'est-ce qui empêche l'État de mettre en place une police chargée du suivi
de la salubrité. Mais elle existe. Peut-être que la question est adressée. Erickson Kouadio, il nous suit. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Erickson Kouadio, M. Boafou? Bon, je ne suis pas spécialiste de la salubrité, mais les dispositions existent pour faire la police au niveau de la salubrité. C'est la brigade de la salubrité. Voilà, c'est une brigade de salubrité. Oui, voilà. Donc, il n'y a rien qui empêche l'État de mener cette activité-là régalienne, et je pense que ça se mène. Est-ce qu'il y a un numéro vert au cas où, par exemple, il y a certaines nuisances qui sont liées au bout de vidange ou autres nuisances? Parce qu'on parle du citoyen. Est-ce qu'il y a un numéro vert dans chaque ministère pour informer? Je ne parlerai peut-être pas de la BAD parce que vous êtes un partenaire au développement, mais est-ce que ces numéros existent? Je sais que, au niveau de l'ONEP, on a un call center, un numéro vert, c'est le 1360. Très bien, 1360. Voilà, tout ce qui a trait à l'eau potable. Au niveau de l'assainissement, c'est le 27 22 50 80 50. J'espère, vous entendez, mesdames, messieurs? 27 22 50 80 50. Et on peut vous saisir pour évoquer signaler des cas qui seraient peut-être des nuisances? Des nuisances, voilà. C'est 24 heures sur 24? Oui, enfin, jusqu'à 21h et puis le samedi aussi. Voilà. Mais c'est déjà bien que ces numéros existent. Alors, dernière question, après on va revenir de nos téléspectateurs. C'est Thio Ali, toujours de Côte d'Ivoire. Il dit: pourquoi nous assistons à un manque d'eau dans certaines communes d'Abidjan, avec cette importance de l'eau et surtout de la mer, et il parle de la mer, de tous ces courants que nous avons en Côte d'Ivoire. Il y a des quartiers qui manquent d'eau. Bon, je vais me retourner vers vous encore une fois. Ça, bon. Et également, vous qui êtes oui, je vais apporter un élément de réponse après, oui. Monsieur Dr Yeo. Oui. D'accord. Oui, ce que je voulais dire pour répondre à cette question, le professeur Yapo l'a souligné. Vous voyez, la ville d'Abidjan était alimentée jusqu'à un passé récent à partir des eaux souterraines. Aujourd'hui, on commence à utiliser une eau de surface pour venir en appui donc, de cette alimentation en eau potable. J'interviens là-dessus pour dire qu'il y a une urgente nécessité de protéger nos ressources en eau. Le professeur a dit qu'il arrive souvent que nous abandonnons des forages, il arrive souvent que des plans d'eau soient pollués et donc ne soient pas utilisables pour certains usages comme l'eau potable. Et donc, il faut urgemment aller à la protection de ces ressources en eau là. Je cite un exemple qui concerne le ministère des Eaux et Forêts. C'est la forêt d'Anguédédou. Vous voyez que là-bas, nous avons un champ captant qui alimente la commune de Yopougon. Et aujourd'hui, si cette forêt n'est pas préservée, donc ce champ captant est menacé et nous sommes amenés un jour, peut-être, à abandonner ce champ captant pour aller chercher une ressource ailleurs. Et quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Protéger. On peut protéger en délimitant avec, avec un périmètre de protection qui peut être matérialisé soit par une clôture ou alors par des barbelés, on verra. Mais il faut protéger cette forêt-là. Il faut protéger la forêt. Qui est en plus la zone de recharge de la nappe d'Abidjan. Cette nappe-là qui a longtemps alimenté le pays en eau potable. Disons la ville d'Abidjan en eau potable. Donc, il est important de préserver donc, cette forêt-là. Donc, ce que je voulais dire, en complément à ce que monsieur le directeur en charge de l'exploitation a dit. Oui. Tout à l'heure... oui, très bien. En posant la question, il disait qu'il y a la mer. Et pourquoi justement, il a demandé et la mer, justement. Vous savez, aujourd'hui, pour traiter l'eau de mer, qu'elle soit consommable, il y a tout un phénomène de salinisation qu'il faut intégrer dans le traitement de l'eau. C'est pas du tout... Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore à ce stade. On n'a pas encore des unités de désalinisation des eaux qui permettent donc de produire de l'eau potable. Ailleurs, ça existe, mais ce sont des technologies qui sont très coûteuses. Mais est-ce que la santé, elle a un prix? Non, la santé n'a pas... Oui, la santé a un prix, pourquoi pas? La santé a un prix. Il y a un coût pour la santé. Oui, mais comme vous dites qu'elles sont coûteuses, est-ce qu'il faut mettre les moyens pour... Ce que je voudrais dire par là, c'est dire qu'on peut potabiliser n'importe quelle ressource en eau, même si elle est insalubre. Oui. Mais la potabilisation, le mètre cube à la potabilisation, le coût revient à qui? C'est le consommateur qui paye. C'est pour cela que je dis, moi j'insiste sur la question de l'éducation en matière d'environnement. Très bien. Parce que plus nous suivons nos ressources en eau,
plus nous allons débourser plus pour les traiter et pour les rendre potables pour notre consommation. C'est ça aussi la dimension. Il faut que les gens comprennent. Parce que plus nous maintenons la qualité de nos eaux de surface en de bonne qualité, Oui. moins sera coûteux le traitement et moins l'eau sera coûteuse à la pompe. Et c'est ça aussi, c'est une adéquation qu'il faut pouvoir régler. Et ça, c'est très important. Sinon, on peut bien traiter l'eau de mer. Oui. Mais à combien va nous revenir le mètre cube? À quel coût? Vous dites la santé n'a pas de prix. Oui. Parce que nous allons débourser beaucoup d'argent pour payer de l'eau potable. Mais pour notre santé, mais écoutez, l'approche va finir par se vider. C'est ça, parce que ça va nous appauvrir. Oui. Peut-être. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, si je suis ça, ce qu'on lui dit, c'est que quand on fait un benchmark, oui. la Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique où l'eau, le prix payé par le consommateur le moins cher. Et pourquoi ceci? Parce qu'on a la chance d'avoir à Abidjan une nappe d'excellente qualité. On a des fois d'excellente qualité. Ça coûte Vous êtes d'accord? Et ça coûte moins cher de traiter cette eau-là. De traiter cette eau. Et comme dit le professeur aussi, on peut traiter l'eau de la mer. Mais dans ce cas, il faut payer 10 fois le prix qu'on paye aujourd'hui. Est-ce que les Ivoiriens vont supporter le fait de payer 10 fois le prix qu'on paye aujourd'hui de sa facture d'eau? Je ne pense pas. C'est pour cela qu'il faut faire tout pour préserver la ressource qu'on a et qui nous coûte moins cher à traiter et à mettre à la disposition de la population. Alors, on parle de préservation de l'eau que nous avons. Je vais donc laisser M. Guène s'exprimer et puis nous allons écouter les populations qui font des propositions parce qu'elles sont les premières concernées. Elles nous suivent aujourd'hui. Oui, allez-y, M. Guène. Parce que moi, j'ai comme l'impression que la question que soulève le téléspectateur est relative plutôt à pas la qualité de l'eau, mais sa disponibilité. Parce qu'ils posent le problème de... Il y a des moments où on n'a pas l'accès. Oui, il est de Marcory, il dit que parfois, il n'a pas... Donc, il y a eu la qualité blanchâtre, c'est le même quartier, c'est Marcory. Et puis, effectivement, il parle du fait que parfois, ils n'ont pas d'eau. C'est encore dans le même quartier donc, de Marcory. Donc, c'est Mme Diallo qui dit ici, depuis plusieurs mois, nous subissons à Marcory une forte baisse de pression d'eau, allant jusqu'à la non-fourniture d'eau entre 6h et 23h, parfois même les week-ends. Aucune information de la SODECI à ce sujet. Est-ce que ce sont des travaux pénurie? Alors, Mme Diallo demande d'être informée, et tout à l'heure, c'était monsieur, je crois, Yaya, qui avait la même préoccupation de la même commune. D'accord. Oui, ce serait bien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une veille. Bien sûr, la SODECI a un centre d'écoute des clientèles. La même chose, le ministère, à travers l'ONEP, d'accord. Donc, c'est bien de le signaler. J'ai tout à l'heure donné les numéros, d'accord. Ça peut être un problème ponctuel ou structurel. Mais bon, là, sur le coup, je ne sais pas exactement où le problème se trouve. Mais ce que je peux conseiller aux téléspectateurs, tout ça, voilà, à l'antenne, qu'il appelle ce numéro que j'ai donné, le 1360. 1360. Voilà, et on se fera fort bien de le joindre et de régler au plus vite ce problème qu'il venait de signaler. Très bien. Messieurs, nous partons donc pour les solutions. Les Ivoiriens se prononcent et nous revenons sur ce plateau pour vos commentaires. Pour une solution durable, il faut faire des prévisions. Il faut prévoir. Parce que là où il y a le terrain nu aujourd'hui, demain, ça sera des zones occupées. Puisqu'on continue sur le propriétaire terrien qui vend son terrain, lui, il ne pense pas à tout ça. Mais c'est la politique de l'État qui permet de faire des prévisions à travers des études pour dire, attention, ici, nous avons soit des zones de recharge de la nappe qu'il faut protéger. Il y a ce qu'on appelle les périmètres de protection, même quand on fait le forage. Mais tout ça, aujourd'hui, ce n'est plus respecté. Ce n'est plus respecté. Donc, il faudra que l'État délimite, à travers des études, ces zones favorables à la réalisation de futurs forages et protégées, de sorte qu'au fur et à mesure que la population, la ville s'étend, on puisse utiliser ces zones-là pour faire des forages. Je vous donne un exemple. Dernièrement, il y a un projet qui court sur Benjerville, mais pour avoir le terrain pour faire le forage, mais c'était un micmac. On a fait beaucoup de négociations avec les propriétaires terriens,
pour pouvoir obtenir un lot, 2, pour pouvoir réaliser les forages. Ça a été difficile. Et je me dis, d'ici 5 ans, si on ne prend pas de mesures, ça sera difficile de pouvoir étendre nos champs captants qui sont déjà réalisés. Pour une gestion durable de l'assainissement, il faudra que l'ensemble des acteurs puissent accorder donc, leurs énergies. Donc, quand je dis ensemble des acteurs, on a d'abord donc, l'État donc, qui pense la politique, qui conçoit la politique en matière d'assainissement. On a également les structures sous tutelle comme l'ONAD. Donc, nous devons mettre en œuvre donc, cette politique. Mais pour mettre en œuvre la politique, il faut bien donc, des moyens, donc, des projets financés. Donc, il faudrait que tout ce qui est tutelle financière, tout ce qui est institution de l'État en charge d'aide à la mobilisation des financements puisse également participer donc, à ce projet noble en mobilisant donc, des ressources pour le secteur de l'assainissement, au profit du secteur, puisque c'est l'un des secteurs où il n'y a pas donc, de retour sur investissement. On ne peut pas dire qu'on va avoir donc, des bénéfices si on investit dans l'assainissement, des bénéfices financiers, mais on a des bénéfices économiques. L'assainissement constitue l'un des premiers maillons qui puisse permettre à l'être humain, donc au potentiel humain, de pouvoir être compétitif et de vaquer valablement donc, aux occupations pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'autre acteur également, c'est la population elle-même. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que, comme vous l'avez dit, beaucoup reste à faire. Nous sommes conscients. Mais on doit aussi regarder le progrès qui se fait. Et ce progrès doit pouvoir soutenu par le comportement des populations. Parce qu'aujourd'hui, si la population adopte des attitudes citoyennes en termes de non-agression des ouvrages, en termes de non-occupation des emprises des ouvrages, en termes de non-utilisation des ouvrages de drainage à ciel ouvert comme des poubelles, on va déjà réduire des coûts d'entretien, ça c'est d'un. On va aussi réduire même les coûts des projets. Certains projets n'arrivent pas à avancer parce qu'on ne dispose pas d'emprise pour pouvoir faire donc, les ouvrages et avoir de bons taux de décaissement. Donc pour moi, c'est la contribution de tous ces acteurs que j'ai cités, c'est la synergie de tous ces acteurs-là qui permettra de pouvoir atteindre donc l'objectif qui est de faire en sorte que tout le monde en Côte d'Ivoire puisse avoir accès à un assainissement amélioré, puisse avoir accès à un milieu de vie assaini. Alors, réaction. Et après, j'ai une question qui vient donc de nos téléspectateurs. Réaction après ce que nous avons vu. D'accord. Docteur. Oui. L'élément que nous venons de visionner est totalement en phase avec ce que nous disions tout à l'heure concernant donc la protection des ressources en eau. Vous avez vu que le premier intervenant a parlé de prévision. Quand nous faisons la protection des ressources en eau, nous sommes dans la prévision. Et le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, le disait récemment en réunion de cabinet, concernant toujours le champ captant de Yopougon, qui permet d'approvisionner cette commune en eau potable, il disait qu'il est important de sécuriser, de protéger donc, la forêt. Et donc, en le faisant, nous pouvons garantir un accès durable à l'eau au niveau de cette commune. Mais je voudrais aller plus loin pour dire que même à l'intérieur du pays, la plupart des grandes villes sont alimentées à partir des eaux de surface. Mais aujourd'hui, il est urgent de protéger ces plans d'eau-là à travers la matérialisation de périmètres. Donc l'élément qui parle du périmètre de protection, nous sommes totalement en phase. Avec... oui. Professeur, oui. Un commentaire sur l'élément que nous avons... Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Il disait qu'il faut un progrès qui soit soutenu par les populations, par les comportements, les attitudes des populations. Je pense qu'il faut l'implication. C'est ça aussi, l'agir dans la question de la gestion intégrée des ressources en eau. Et l'implication de la population est très importante. Et je pense qu'il faut que cette population soit informée et éduquée à la question de la préservation de ces ressources en eau. Et c'est ce que nous disons. Le citoyen est un acteur de la société. C'est lui le bénéficiaire de tous ces investissements. S'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués à la bonne gestion de tous ces ouvrages, je pense que c'est comme si nous naviguons à perte. Donc il faut les impliquer
dès le commencement, avec l'éducation environnementale, pour les amener eux aussi à respecter les ouvrages d'assainissement. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, hein, oui, également. Justement, voilà. Donc, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et puis, comment on n'arrive pas, comme le docteur Kouakou le disait tout à l'heure, négocier avec un propriétaire terrien pour acquérir de l'eau, pour pouvoir mettre en place des ouvrages d'eau, je pense que ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. C'est-à-dire que comment il a pu obtenir cette possibilité de faire ce lotissement sans qu'on ne pense à pouvoir acquérir des parcelles dédiées à la question de la ressource en eau. Alors, comment est-ce qu'il va approvisionner les populations à qui il va décerner tous ces lotissements? Ça, c'est une grande question. Oui, c'est une grande question. C'est des choses qu'on doit pouvoir, sur lesquelles il faut pouvoir réfléchir dès maintenant. Réfléchir et agir. Et agir maintenant pour ne pas permettre aux citoyens de disposer de toutes les parcelles de terrain et oublier que la ressource en eau, elle doit être protégée. Oui, monsieur le directeur Bouafou, alors un commentaire sur ce qui nous a été partagé. Oui, sur ça, je partage avec mes collègues sur ce plateau de l'urgence de mettre tout le monde ensemble, de s'impliquer. Mais cela aussi va au niveau des contributions de chaque acteur. Je vais parler des contributions financières. Parce que tout ce qui est mis en place a un coût. Bien sûr. Si l'eau dans la nature est un don de Dieu, mais l'eau potable, c'est le fait des hommes. D'accord. Et ça, en cette matière-là, l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup fait. Hein. Depuis plus de 10 ans, il a investi plus de 1000 milliards et continue chaque année d'investir. Les partenaires au développement aussi sont sollicités. Le Premier ministre l'a dit au cours de son discours, oui, pour qu'on arrive à mettre les infrastructures en place. Maintenant, quand tout ça est mis en place, il faut que la population, le consommateur, joue son rôle. Il joue son rôle par son comportement citoyen, mais il joue aussi son rôle par le règlement des frais qu'engendre l'exploitation de toutes ces infrastructures-là. Je pense que c'est tout ça mis ensemble qui va permettre à chaque Ivoirien où qu'il se trouve avoir de façon permanente accès aux services d'eau et assainissement de qualité. Monsieur Guéné, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que je retiens au moins 3 idées. Oui. Il a parlé de prévention, on a parlé de protection, on a parlé de moyens financiers pour des investissements. Et moi, les 2 premiers points suscitent en moi cette réflexion. Est-ce que le système d'information sur l'eau en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de nos pays, là, est-ce que c'est bien en place? Est-ce que c'est bien informé? Est-ce que c'est bien suivi? Parce que, en fait, si une personne s'implante déjà sur une zone de captage, est-ce que cette zone-là était préalablement identifiée avant? Est-ce qu'on n'a pas su après? Est-ce que, justement, on peut même parler au-delà de ce que, excusez-moi, de ce que vous dites, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on n'a pas su après? Et est-ce que, justement, tout est identifié pour que les citoyens ne s'installent pas à certains endroits? Exactement. C'est juste pour il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, sur l'importance d'investir sur l'information sur l'eau. C'est-à-dire qu'on a parlé au début de la rareté des ressources, de la déclinaison, hein, des ressources mobilisables. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est impératif pour tous nos pays, hein, qu'on investisse aussi sur les connaissances par rapport à la ressource. De quoi dispose-t-on et où, avant que d'autres activités humaines ou bien industrielles, etc., ne viennent occuper l'espace. Oui, voilà. Donc ça éviterait toutes ces questions ça, c'est vrai. Devoir indemniser, etc. Ou négocier. Oui, voilà. Alors justement, pour parler de questions, il y en a 2. La première, c'est Wilfried de Côte d'Ivoire. Il dit, pourquoi la sécurisation des ouvrages, puisqu'on parle d'ouvrages et d'espace, donc la sécurisation des ouvrages de captage de l'eau se limite-t-elle à la clôture immédiate au détriment du périmètre rapproché, voire même de l'aire de rechargement de la nappe? Oui, non, c'est une question qui est adressée. Oui, non, il faut dire. On est solidaire, il y a une synergie. Voilà. Oui, bien sûr. On peut aller rapidement. Hein, ça dépend, de Côte d'Ivoire. Voilà, ça dépend comment évoluent les choses. Hein. On est tous en Côte d'Ivoire. C'est le fait de l'urbanisation.
Parce que, rappelez-vous, hein, il y a 40 ans, même quand on construisait des écoles, il n'y avait pas de clôture. C'était juste des barbelés. Les clôtures ont été omniprésentes que ces 25 dernières années. Là, si vous, voilà. Donc, il y a 40 ans, 50 ans, lorsque les ouvrages se mettaient en place, il n'y avait pas cette occupation de la population. Et on a vu depuis 20 ans cette poussée anthropique des activités humaines. Donc, à titre d'exemple, le champ captant de Beaunois, parce qu'on envoie de l'eau de Beaunois pour alimenter la ville d'Abidjan, on a 36 forages, mais on a plus de 200 hectares. L'État a payé 200 hectares, j'ai indemnisé la population à plus de 6 milliards pour avoir un périmètre de protection où les gens ne vont pas s'installer. Donc aujourd'hui, tous les grands projets qui se mènent, systématiquement, il y a la prise en compte de ces périmètres de protection. Il faut dire que le passif, c'est un passif qu'on hérite et qu'on essaie de corriger avec les moyens qu'on a. Alors, c'est un... Oui, mais ce que je vous ai dit... Allez, après, je vais... Il y a une question de quelqu'un du Sénégal. Aujourd'hui, on a clôturé la forêt du Banco. Hein. Oui. Des mesures de protection. Oui, je pense qu'avec les comportements qui changent, il y a lieu de pouvoir clôturer ces espaces de protection des ressources en eau. Même si on a 6 hectares, je crois qu'il faut matérialiser. Et aujourd'hui, interdire l'accès à ces sites par des clôtures. Et pourquoi pas? Alors, il y a Yves du Sénégal qui dit... du Sénégal, oui, parce que nous sommes suivis à travers le monde. Hein, la RT est suivie à travers le monde. Alors, Yves demande, il dit ceci. Demandez au monsieur qui parle du prix, je suppose, il s'appelle monsieur Boifo, Yves qui nous suit. Boifo, demandez donc à monsieur Boifo qui parle du prix d'eau, qui est moins cher donc en Afrique de l'Ouest. Combien coûte le mètre cube d'eau en Côte d'Ivoire? Et vous avez parlé de benchmark. Est-ce qu'on a, justement, vous avez quelques 2-3 exemples concernant justement le coût? Le prix, enfin, en Côte d'Ivoire, le prix du mètre d'eau pour les tranches qu'on appelle sociales, c'est autour de 235 francs, 5 barriques d'eau. L'équivalent de 5 barriques d'eau à 235 francs CFA. Donc, on trouve que c'est assez raisonnable. Voilà. Et dans d'autres pays de la sous-région? Dans la sous-région, je crois, au Burkina, on a autour de 400 francs. Voilà. Alors, voilà, donc c'est Yves qui nous écrivait du Sénégal. Alors, messieurs, aujourd'hui, vous avez fait tout ce constat. On a parlé des populations, de leur comportement. On a parlé, effectivement, vous l'avez dit, de moyens. Il y a des partenaires au développement qui accompagnent. Donc, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire elle-même, elle investit et il y a des dispositions qui ont été prises pour que l'eau soit à la portée de tous, que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aient de l'eau, mais surtout de l'eau potable. Qu'est-ce que ce soir vous dites, donc au regard de vos ministères respectifs, qu'est-ce que vous dites ce soir à ceux qui nous regardent? Nous sommes en 2023, il y a bientôt le sommet mondial de l'eau aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous leur dites, monsieur docteur Yeo? Oui, pour ce qui concerne... qu'est-ce que vous leur dites? Oui, en solution, en une phrase, je dirais c'est l'urgence de mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau. Et ça tient, je veux dire, en 3 piliers. Hein. Oui, un environnement favorable qui concerne donc la politique, le cadre législatif et réglementaire. En deuxième, le cadre institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut mettre des organismes en place, notamment les agences de bassin, que ce soit au niveau des cours d'eau que nous partageons avec les pays voisins. Et troisièmement, c'est des outils de mise en œuvre donc, de cette gestion intégrée-là. C'est là que va intervenir les outils relatifs au système d'information sur l'eau. C'est là que va intervenir les outils relatifs à la gestion des conflits. C'est là que va intervenir la question de l'observatoire sur les ressources en eau. Et donc, la gestion intégrée des ressources en eau, c'est un processus. La Côte d'Ivoire était très bien engagée jusqu'en 2001, quand le Haut Commissariat à l'hydraulique a été dissous. Et donc, depuis, les choses n'ont pas vraiment avancé. Donc, aujourd'hui, nous disons que la solution, c'est une mise en œuvre urgente donc, de cette gestion intégrée des ressources en eau. Merci docteur. Professeur Osei. Pour le ministère de l'Environnement, je pense qu'il faut aller à la gestion durable de l'eau, la ressource en eau. Ça comporte beaucoup de composantes, comme on l'a dit. La mise en place de la JI avec le ministère des Ressources en eau.
Il y a aussi, promouvoir aussi, pourquoi pas, le recyclage de l'eau. Oui, ce sont des technologies qui existent pour recycler l'eau pour plusieurs utilisations, que l'utiliser une fois et la rejeter dans l'environnement. Il y a aussi la lutte contre la pollution, ce que fait bien le CIAPOL, et l'amélioration des traitements possibles des ressources en eau et des eaux usées. Et aujourd'hui, et l'un des éléments importants et qui nous semble primordial, c'est la sensibilisation et l'éducation des populations à la bonne gestion des ressources en eau. Et il faut toujours l'associer. Sinon, à l'horizon 2040, je sens qu'on va commencer à tomber dans la phase du stress hydrique, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. Nous sommes optimistes. Je pense que M. Boifou, vous l'êtes également. Alors, vous, en solution, oui, bon, nous, comment on fait un tour de table sur cette question? De remplir notre mission, à savoir faire en sorte que tout Ivoirien, où il se trouve, ait accès à l'eau vraiment potable. Et pour y arriver, pour nous, il y a 5 ou 6 points. Le premier point, c'est d'investir dans la connaissance de la ressource. C'est vrai. La connaissance de la ressource au point de vue quantitatif, qualitatif, en mettant en place des modèles, en étudiant les interactions que cette ressource avec les activités humaines. Une fois qu'on l'a, il faut mettre en place le processus de mobilisation de cette ressource. Faire des forages, faire des barrages et autres. Une fois que ces ouvrages de mobilisation réalisés, il faut penser à la maintenance. Tout à l'heure, le professeur l'a dit tout à l'heure sur Yamoussoukro, il ne suffit pas de faire un ouvrage, de le laisser comme ça, il faut le maintenir. Et ça aussi, ça a un coût. Ensuite, pour que les gens aient de l'eau potable, il faut construire les infrastructures. Il faut mettre les ouvrages à disposition. Et ça, avec nos partenaires au développement, les chiffres circulent, il faut beaucoup d'investissements sur ces 20 prochaines années pour que l'accès à l'eau potable soit universel. Mais une fois qu'on l'a, il ne faut pas gaspiller la ressource. Il faut faire un usage rationnel de cette ressource-là. Et au niveau de l'ONEP, on a un département spécial qui lutte contre le gaspillage de l'eau, qui lutte pour les économies de l'eau. Ensuite... Vous faire un peu de promotion de votre... vraiment de cette bonnes pratiques, tout ça. Il y a, par exemple, le professeur le disait tout à l'heure, les industries agroalimentaires qui sont consommatrices de l'eau, ils peuvent avoir des systèmes de recyclage, et pour baisser leur consommation, pour ne pas gaspiller. Nous pensons que si tout ça est mis en œuvre, on peut garantir aux Ivoiriens de maintenant et du futur l'accès de façon permanente à une eau de qualité. Monsieur Guène, votre mot de fin justement sur cette question. Qu'est-ce que vous, le partenaire au développement, peut aujourd'hui dire au regard des échéances et des défis? Oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les besoins financiers sont importants pour couvrir les besoins par rapport aux objectifs 2030 et 2040. On dit que très peu de pays africains seraient à même d'atteindre les ODD. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est un mythe? Il faut vraiment accélérer l'évolution des investissements pour atteindre les ODD. Mais on peut être optimiste en ce sens qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne se contente plus des investissements juste publics. Il y a lieu de créer des conditions qui soient plus propices à l'investissement par le secteur privé. Je pense qu'il y a beaucoup de pays maintenant ont commencé à prendre cette tendance-là, que ce soit la mobilisation des ressources brutes, même les investissements sur les infrastructures de traitement, de distribution. Il y a des modèles pour lesquels les investissements sont supportés par le secteur privé. Très bien. Mais faudrait-il que les dispositions institutionnelles, réglementaires, soient vraiment attrayantes plutôt pour attirer ces investissements. Le secteur privé. Au niveau de la banque, les dispositions déjà sont en place pour non seulement répondre aux besoins des financements par le secteur public, mais également une fenêtre est ouverte pour aussi appuyer le secteur privé pour l'investissement dans le secteur. Très bien. C'est sur ces mots que nous allons terminer ce débat.
tout en vous remerciant, docteur Eugène Yeo. Je rappelle que vous représentiez sur ce plateau le ministère des Eaux et Forêts. Merci. Je vous en prie. Professeur Yapo Osé Bernard, merci à vous. Merci. Vous êtes donc du SIAPOL, c'est le ministère de l'Environnement, exactement. Merci, professeur. Merci. Monsieur Eugène Boifo, vous représentiez le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Merci également à vous. Et monsieur Gaën Ousseynou, la BAD. Merci. Merci, messieurs, pour vos éclairages. Merci également pour votre plaidoyer et merci également pour votre sensibilisation et conseils à l'endroit des téléspectateurs qui nous ont regardés de partout, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et plusieurs villes à travers le monde. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc le débat de société sur eau et assainissement. Quelle solution pour les États africains? Je termine par ce proverbe. Une eau potable est une ceinture de sécurité pour l'organisme. C'est une cote d'une journaliste qui s'appelle Edith Bouqueux. Restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.